Chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver. Vous comprendrez cette semaine, il sera question des développements au Moyen-Orient. D'abord, on a plusieurs petits trucs qui se sont produits qui méritent notre attention, notamment déclaration de Kamala Harris quant à l'Iran qui mérite un peu notre attention. On poursuivra ensuite par rapport au changement au Liban d'une potentiel changement de régime, ou plutôt un nouveau président qui serait installé, devrais-je dire, par les États-Unis en collaboration avec le pouvoir libanais. On reviendra tout à l'heure aux implications de tout ça. On continue ensuite avec le déploiement du THAAD, un nouveau système antimissile qui sera déployé au Moyen-Orient pour protéger Israël par les Américains, avec également plus de 100 soldats, ou plutôt environ 100 soldats qui devraient être déployés sur place. Mais surtout, c'est ce qui a retenu notre attention cette semaine, cette attaque sur une base de la FINUL. Vous le comprendrez, c'est un dossier qui est extrêmement controversé. Je veux d'abord qu'on commence par un résumé des faits et du contexte pour s'assurer de tout mettre sur la table. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, ce qu'on appelle la FINUL, affirme que 2 blindés israéliens ont détruit la porte principale d'une base de l'ONU et qu'ils y sont entrés de force dimanche matin. Après qu'ils soient repartis, il y aurait eu des explosions à environ 100 mètres, libérant une fumée qui s'est répandue sur la base et qui aurait rendu malade le personnel de l'ONU. L'armée israélienne, il est important de le comprendre, conteste la version de l'ONU au moment où on se parle. On nous dit plutôt que ce sont des militants du Hezbollah qui ont tiré des missiles anti-chars sur les soldats israéliens, blessant 25 d'entre eux. L'attaque se serait produite à proximité du poste en question de la FINUL, et donc un des chars qui aidait à évacuer les blessés sous le feu du Hezbollah aurait reculé dans le poste de la FINUL pour se protéger. On nous dit, et c'est une citation, « Il ne s'agit pas d'une attaque contre une base, il ne s'agit pas d'une tentative d'entrer dans une base, il s'agissait d'un char sous un feu nourri, faisant de nombreuses victimes qui reculaient pour se mettre hors de danger d'après l'armée. » L'armée a déclaré qu'elle avait en fait utilisé un écran de fumée pour couvrir l'évacuation des soldats blessés et que c'est donc la fumée en question qui aurait rendu malade certains membres de l'ONU. C'est important de comprendre que tout ça sent extrêmement mauvais. Des deux côtés, on nous donne notre propre version de l'histoire et les deux versions sont tout à fait plausibles. Il est possible effectivement que des soldats israéliens soient par erreur, si on veut, reculer directement dans une base de l'ONU. On comprend qu'une base de l'ONU serait par défaut, serait bien protégée, serait bien fortifiée. Et donc, si vous êtes dans un blindé et que vous êtes actuellement exposé au feu, vous prenez la meilleure option. Et il est possible, effectivement, que dans une situation aussi intense, aussi chaotique, les combattants israéliens n'ont pas nécessairement pris la mesure d'où est-ce qu'ils se dirigeaient. Ça, c'est une théorie à laquelle, en toute bonne foi, il faut donner le bénéfice du doute. Maintenant, il faut aussi voir l'autre côté de la médaille parce que le contexte nous porte à croire que ça aurait pu aussi être délibéré, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi les Français, les Italiens, la communauté internationale un peu plus largement regardent Israël actuellement avec les yeux un peu plissés à se demander « Avez-vous fait exprès ?» C'est qu'il faut comprendre qu'Israël, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, demande à la FINUL de se déplacer, de sortir. On dit explicitement que la FINUL nuit aux opérations terrestres israéliennes. Pourquoi? Parce qu'on en fait l'accusation explicite et directe d'Israël, c'est que les installations de la FINUL servent de bouclier humain au Hezbollah. Alors donc, un peu comme on le fait, le Hamas le ferait supposément à Gaza. On utilise des installations qui sont vues comme plus humanitaires et donc protégées pour des raisons évidentes. On pense aux écoles, aux hôpitaux, on pense aux ambulances notamment qu'on accuse actuellement du côté libanais d'être employées par le Hezbollah. C'est une stratégie tout à fait normale, on le comprend. Si jamais vous opérez dans un contexte de guerre où vous êtes en infériorité numérique, tactique, etc., et stratégique, où vous n'avez pas accès au même arsenal et donc c'est une guerre asymétrique, eh bien naturellement, vous n'avez peut-être pas des bases militaires et si vous en avez, ces bases seront ciblées immédiatement. Si vous n'avez pas la capacité de les défendre, la meilleure option, c'est naturellement de graviter autour des endroits qui sont moins visés. On pense donc, oui, aux écoles, aux hôpitaux, etc. Il y a un coût à tout ça. Il y a des victimes collatérales, mais dans le calcul stratégique tant du Hamas que du Hezbollah, c'est quelque chose que souvent on met de côté pour être capable d'opérer. Donc, ce qu'accuse Israël, ou plutôt ce que prétend Israël,
c'est que la finule regarde un peu les forces du Hezbollah procéder autour d'eux et qu'ils ne font absolument rien, et que donc non seulement ils sont inutiles, ils sont nuisibles parce qu'ils permettent aux forces du Hezbollah d'utiliser les installations de l'ONU comme bouclier. On a donc demandé cette semaine, en fait, à la finule de se déplacer à quelques 5 kilomètres au nord parce qu'on dit qu'on s'apprêtait à pousser dans cette direction. Et le camp particulier, celui qui a été visé par cette incursion, cette brèche par les forces israéliennes, c'est un camp qui se trouve justement sur un axe vital pour les opérations israéliennes. Alors donc, est-ce que c'était vraiment un accident? C'est possible. On ne peut pas affirmer hors de tout doute que c'était volontaire et ça serait de mauvaise foi. Cela étant dit, ce serait aussi naïf que de prétendre qu'il n'y a aucune chance que c'était délibéré et volontaire. Une chose est sûre, ça rend service à Israël parce que ça permet aujourd'hui au gouvernement israélien de se retourner et de dire « Mais là, vous savez, la finule, c'est vous qui êtes dans le chemin, on va essayer. » C'est littéralement, ce sont les propos d'Israël où on dit « On va essayer autant que possible de limiter les victimes de la finule. » Limiter les victimes de la finule. Mais on peut pas faire de miracle. On va essayer, on va faire notre possible. Le message, c'est essentiellement, on va pas s'empêcher d'opérer parce que vous êtes là. Et si vous voulez éviter des pertes, vous avez juste à vous déplacer, vous avez juste à aller ailleurs, vous êtes dans une zone de guerre. Et allons encore plus loin, c'est qu'il faut comprendre que Israël en a beaucoup contre la finule, non seulement parce qu'elle est sur son chemin, parce qu'elle essaie d'avancer au Liban, mais parce qu'elle considère qu'elle est totalement inutile, incompétente et même nuisible, si on veut, pour les intérêts israéliens. Il faut se remettre dans le contexte. Comment cette finule a été déployée au sud du Liban? On revient à la fin des années 1970, alors qu'il y a cette tension, ce combat pour la cause palestinienne à travers notamment l'Organisation de la libération de la Palestine et bien sûr le Hezbollah qui se forme dans les années subséquentes. Lorsqu'envahit Israël, on envahit au Liban, un peu comme on le voit actuellement en fait. On décide d'aller avec des opérations terrestres et à ce moment, c'est une guerre ouverte, une invasion totale du Liban, un peu comme on le voit également en 2006, après la guerre justement au Liban. Lorsqu'entre Israël, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu comme on le fait en ce moment, de repousser le Hezbollah un peu plus au nord pour éviter que les villages qui sont justement le long de la frontière avec le Liban, sur le territoire israélien, soient sous le feu du Hezbollah. On veut repousser cette ligne d'affrontement, on veut repousser, si on veut, les forces du Hezbollah beaucoup plus au nord, en fait précisément au nord de la rivière Litani. Et tant que ce n'est pas réussi, eh bien Israël se dit sécuritairement vulnérable. Donc, Israël se lance dans cette grande opération qui ne fonctionne pas vraiment. La communauté internationale demande d'avoir un cessez-le-feu, demande à ce que les forces israéliennes se retirent, et vous avez bien sûr tout cet effort diplomatique en coulisses. Et la solution qui est offerte, ou plutôt la solution à laquelle on arrive, c'est qu'on dit aux Israéliens, retirez vos forces. On est d'accord avec vous que le sud du Liban doit être démilitarisé, ou plutôt que le Hezbollah ne peut pas opérer au sud du Liban, que c'est donc une menace pour Israël. Et donc, à travers tout ça, la communauté internationale se range directement du côté d'Israël en disant « Vous avez raison, vous avez absolument raison, le Hezbollah est une menace sécuritaire contre Israël. Israël a donc le droit légitime de démilitariser la zone, mais... pour éviter qu'il y ait des victimes civiles, pour éviter X, Y, Z, on va envoyer une force internationale qui était cette finule. Le but était donc d'assurer la sécurité, de permettre aux gens de rentrer dans leur maison, dans leur village au sud du Liban. On essayait de rétablir la paix. Et donc, c'était un quiproquo. C'était un échange entre Israël et l'ONU, la communauté internationale, Conseil de sécurité. On disait, on s'en va à une condition, vous prenez notre place. Hors de question que le Hezbollah reprenne sa place au sud du Liban. Et donc, arrive la finule avec le mandat explicite de permettre le retour des gens et la sécurité, si on veut, au sud du Liban. Faisons attention d'ailleurs, quand on parle du sud du Liban, on a tendance à voir ça comme, et surtout pire pour les Israéliens, qui parlent même pas du sud du Liban, ils vont dire la zone frontalière. C'est une merveilleuse manière de minimiser de quoi il est question. Regardez une carte du Liban. On parle de toute la zone de la frontière jusqu'à la rivière Litani. C'est très loin d'être la région frontalière. Non, on parle d'une portion considérable du territoire libanais qu'on dit vouloir démilitariser, essentiellement placé sous mandat international. Cette mission de l'ONU devait donc s'assurer d'expulser le Hezbollah et d'éviter qu'il reprenne ses racines au sud de la rivière Litani et dans la région frontalière, si on veut, comme le disent les Israéliens. Cela étant dit, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas pendant des années. Israël retourne encore une fois faire la guerre en 2006. Lorsqu'on se retire, la FINUL est toujours sur place. Et cette fois, le mandat de la FINUL est élargi pour vraiment inclure toute la question de la sécurité près de la frontière et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune arme du Hezbollah et qu'on puisse, en collaboration avec l'armée libanaise, s'assurer que la région revienne sécuritaire. Cette FINUL est donc présente depuis les années 80, fin des années 70-80, c'est important de le comprendre, pour ensuite venir jusqu'à aujourd'hui, toujours avec un mandat relativement insatisfaisant. On n'est jamais arrivé à quelques résultats que ce soit, et là-dessus, permettez-moi de donner un peu de corde, si on veut, pour les membres de la FINUL, parce qu'il est très facile de les accuser d'incompétence et de dire qu'ils ont été impotents et qu'ils ont été inutiles, etc. Mais ils ont toujours été menottés par leur mandat. On en a parlé dans une dernière revue de presse à 7 jours sur Terre. Si je me souviens bien, il est question de l'article 5 de la charte du Conseil de sécurité de l'ONU, qui permet essentiellement de déployer des soldats ou une force de maintien de la paix sous la responsabilité non pas du Conseil de sécurité, mais du gouvernement local. Alors donc, c'est le gouvernement libanais qui contrôle les actions de la FINUL. Eh bien, le gouvernement libanais est lui-même sous l'influence du Hezbollah. J'allais dire contrôlé par le Hezbollah, ce serait une grossière, une exagération. C'est pas vrai qu'il est contrôlé par le Hezbollah, mais il y a effectivement cette dualité dans le gouvernement libanais. Vous avez d'un côté la population chrétienne, la population sunnite, qui est plus alignée avec le gouvernement, si on veut, et qui lui-même est aligné un peu plus avec l'Arabie saoudite, etc. De l'autre côté, vous avez le Hezbollah, au sud particulièrement, qui est aligné avec la population chiite et qui représente un peu cette portion libanaise plus pro-résistance vis-à-vis de la cause palestinienne et vis-à-vis d'Israël lui-même. Cette dualité est représentée politiquement, elle est représentée dans la société, elle est représentée dans la démographie, elle est représentée à travers toutes les sphères du Liban. Donc, impossible pour le gouvernement libanais de tout simplement ordonner une purge à travers la FINUL et dire, débarrasse-moi entièrement du Hezbollah. Ce serait causer une guerre civile. Et ça a toujours été très bien compris. Et c'est pourquoi, donc, le gouvernement libanais est toujours dans cette espèce de danse, dans cette espèce d'équilibre, à s'assurer que le Hezbollah soit maintenu relativement faible, en dehors, si on veut, des instances suprêmes du pouvoir, mais qu'il soit quand même représenté pour éviter qu'on sombre dans une confrontation directe. Si les deux, on n'est pas nécessairement des grands amis et qu'en fait on est des adversaires, des rivaux, on défend tous les deux les intérêts du peuple libanais. Les deux opèrent à l'intérieur du gouvernement libanais. Donc, en ce moment, soyons très clairs, si le gouvernement libanais critique le Hezbollah, oui, il lui fait aussi des compliments. Et il remarque que le Hezbollah, actuellement, défend le Liban. Et même si le gouvernement, je vous dis, n'est pas un allié du Hezbollah, il est quand même conscient que c'est une extension, si on veut, de la politique libanaise et que le Hezbollah actuellement résiste à une invasion du territoire libanais. Alors, la position du gouvernement est extrêmement délicate, ce qui explique un peu l'incapacité de la FINUL à faire quoi que ce soit. Parce que on voyait très bien, il y a un camp du Hezbollah juste devant nous. C'est en train de se construire, c'est un camp d'entraînement. On a des armes, on amène de l'équipement. Vous avez même des commandants sur place qui se rendent. On peut rien faire. On doit demander la permission au gouvernement libanais qui lui dit quoi? Ouais, on va y penser. Et ces rapports rendus par la FINUL sont publiés ou en fait ne sont pas publiés, soyons clairs, c'est pas rendu public, mais la FINUL fait rapport au Conseil de sécurité de l'ONU à tous les 3 mois, à tous les trimestres. Donc, l'efficacité de la force elle-même est relativement limitée. Parce que si vous voyez ce camp d'entraînement, vous attendez 3 mois pour en parler avec votre supérieur. À la prochaine réunion, il se passe beaucoup de choses entre-temps. Donc, les Israéliens voyaient cette force de la FINUL comme complètement castrée, incompétente. Et ils avaient un peu raison. Depuis le début, ce mandat a toujours été un peu parce qu'on voulait pas l'imposer au gouvernement libanais, parce qu'on voulait pas justement envahir d'une force internationale le Liban. On a été un peu modéré, si on veut, dans la réponse et ça a semé la graine de l'échec de la FINUL. Aujourd'hui, les Israéliens utilisent cet échec pour promouvoir leur propre invasion en disant, vous voyez, on était d'accord tout le monde. On était tout le monde d'accord. À travers la résolution 1701 du Conseil de sécurité,
qu'il y avait la nécessité de démilitariser le sud du Liban jusqu'à la rivière Litanie. On était tous d'accord, on a voté. Maintenant, il y a des armes. Le Hezbollah est présent. La résolution elle-même échoue. Ce qu'est en train de faire Israël, ou comment on le présente, c'est une application forcée de la résolution 1701. Ou du moins de la portion par rapport au Liban, parce qu'il y avait aussi des implications pour Israël. Israël était censé arrêter les survols du territoire libanais, on n'a jamais arrêté ça. Israël a elle-même brisé la résolution 1701 à plusieurs occasions. On était censé arrêter entièrement les incursions sur le territoire libanais, on a continué. Écoutez, il y en a en masse des reproches qui pourraient être faits d'un côté comme d'un autre. La réalité demeure qu'aujourd'hui, Israël tente de faire l'application forcée de cette résolution depuis sa perspective, à dire, puisque la finule est incapable d'appliquer cette résolution, nous, on va le faire, on va repousser le Hezbollah, et il est un peu impossible pour l'ONU de critiquer Israël. Parce que ce que fait Israël, c'était ce qui était annoncé comme l'intention, comme l'objectif de la communauté internationale. Donc, là-dessus, tout le monde se retrouve dans une mauvaise position, alors qu'Israël a vraiment un argument pour dire, regarde, vous aviez juste à faire votre travail. C'est pas complètement faux. Et souvent, d'ailleurs, en passant, on a eu cette discussion à savoir, est-ce que le mandat de la FINUL devrait être converti vers l'article 7, qui lui permet à la FINUL d'agir sous l'ordre du Conseil de sécurité, et donc on comprendrait d'agir un peu plus indépendamment, avec plus de souveraineté, où on aurait finalement, en toute indépendance, attaqué les forces de Hezbollah ou essayer de neutraliser les menaces à mesure où elles apparaissent. L'exemple très explicite et flagrant qui nous est donné au cours des derniers jours par Israël. C'est sorti à travers justement un article du New York Times qui est tout à fait intéressant, où magnifique aussi ces opérations, si on veut, c'est de la propagande, il faut dire, c'est de la propagande, c'est de la communication de guerre israélienne, sont absolument fantastiques. Israël a offert cette semaine, ou plutôt a amené plusieurs journalistes internationaux pour visiter des tunnels du Hezbollah situés à peine quelques 100 mètres des installations de l'ONU. Et on a pris des photos pour essayer de montrer justement, pour avancer ce récit, ce narratif, et ce sont des photos assez puissantes. On vous les met à l'écran actuellement. Vous voyez donc l'entrée d'un tunnel du Hezbollah, et juste derrière, avec une vision directe, avec une ligne visuelle directe, vous avez une tour d'observation de l'ONU, de la FINUL. Et ce que disent les Israéliens, vous voyez clairement la FINUL. C'est impossible qu'on n'était pas au courant que le Hezbollah opérait des tunnels directement sous leur regard. C'est impossible. Et si on n'a pas vu ça, on est incompétent. Ça n'a aucun sens. C'est de l'incompétence crasse. Donc l'argument israélien là-dessus est pas complètement fou. Je vous dis pas qu'il est moral, je vous dis qu'il est pas complètement fou au sens du débat, au sens d'un échange narratif, où on dit, non seulement la FINUL, elle est nuisible à nos intérêts, mais regardez, elle est incompétente, elle ne fait absolument rien lorsqu'il se passe des activités du Hezbollah directement sous son nez. Le récit est plus crédible lorsqu'on arrive avec des preuves de la sorte. Et donc, c'est embarrassant absolument pour l'ONU qui doit s'expliquer, à savoir, il y a deux explications possibles. Soit on l'a vu et on n'a rien fait. OK, explique ça. Ou soit on l'a pas vu et on est des vrais clowns. Il n'y a aucun scénario qui est très reluisant pour la FINUL, là. Et cette photo, c'est l'incarnation de cette incompétence pour les Israéliens. On en fait donc grand bruit et on montre tout ça aux Israéliens et à la communauté internationale de voir, vous voyez la FINUL regarder littéralement le Hezbollah construire des tunnels sous son nez. Donc, cet argumentaire qui est proposé par Israël nous invite, à mesure où on a tous ces éléments pris ensemble, nous invite à croire qu'effectivement l'invasion d'Israël ira jusqu'à la rivière Litanie et qu'on fera une application forcée de la résolution 1701, alors qu'on estime que l'ONU a été incapable de le faire. Il sera difficile pour la communauté internationale de dire vous avez pas le droit légitime d'entrer au Liban, puisqu'on l'avait donné, on avait donné ce mandat à la FINUL qui a elle-même échoué à sa mission. Alors donc les Israéliens exploitent clairement cette brèche. Maintenant, on continue avec un prochain article, cette fois qui nous vient
du New York Times, si je ne m'abuse, et qui est un article fascinant qui nous explique la perspective du Hamas dans les semaines, dans les années, comment on a préparé cette attaque du 7 octobre et comment tout ça s'est placé. On nous dit, quelques extraits, pendant plus de 2 ans, Yahya Sinwar s'est réuni avec ses principaux commandants du Hamas et a planifié ce qu'ils espéraient être l'attaque la plus dévastatrice et la plus déstabilisatrice contre Israël dans les 4 décennies d'histoire du groupe militant. Les minutes des réunions secrètes du Hamas, on parle donc des rapports écrits saisis par l'armée israélienne et obtenus par le Times, fournissent un compte-rendu détaillé de la planification de l'attaque terroriste du 7 octobre ainsi que de la détermination de M. Sinwar à persuader les alliés du Hamas, l'Iran et le Hezbollah, de se joindre à l'assaut, ou du moins de s'engager dans une lutte plus large avec Israël si le Hamas organisait un raid surprise. Ces documents, qui représentent une avancée majeure dans la compréhension du Hamas, montrent également des efforts considérables déployés pour tromper Israël sur ses intentions, alors que le groupe posait les bases d'une attaque audacieuse et d'une conflagration régionale qui, selon M. Sinwar, provoquerait l'effondrement d'Israël. Les documents contiennent les minutes de 10 réunions de planification secrète d'un petit groupe de dirigeants politiques et militaires du Hamas dans la période précédant l'attaque, le 7 octobre 2023. Les minutes comprennent 30 pages de détails non divulgués auparavant sur la manière dont fonctionnent les dirigeants du Hamas et les préparatifs qui ont mené à son attaque. Voici quelques points à en retenir. 1. Le Hamas avait initialement prévu de mener l'attaque baptisée le Grand Projet à l'automne 2022, mais le groupe a retardé l'exécution du plan car il tentait de persuader l'Iran et le Hezbollah d'y participer. Alors qu'ils préparaient leur argument contre le Hezbollah, les dirigeants du Hamas ont déclaré que la situation interne d'Israël, une référence apparente aux troubles provoqués par les projets controversés de Netanyahou visant à réformer le système judiciaire, on se souvient de ces énormes manifestations, était une des raisons pour lesquelles on était contraint d'avancer vers une bataille stratégique. En juillet 2023, le Hamas a dépêché un haut responsable au Liban, où il a rencontré un commandant iranien et demandé de l'aide pour frapper des sites sensibles au début de l'assaut. Le commandant iranien a déclaré au Hamas que l'Iran et le Hezbollah étaient favorables au plan en principe, mais avaient besoin de plus de temps pour se préparer. Le procès-verbal ne précise pas dans quelle mesure le plan présenté par le Hamas était détaillé. Les documents indiquent également que le Hamas avait prévu de discuter de l'attaque plus en détail lors d'une réunion ultérieure avec Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah à l'époque, mais ne précise pas si la discussion a eu lieu. La décision d'attaquer a également été influencée par le désir du Hamas de perturber les efforts visant à normaliser les relations entre Israël et l'Arabie saoudite, l'enracinement de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et les efforts israéliens pour exercer un plus grand contrôle sur la mosquée Al-Aqsa. Le Hamas a délibérément évité toute confrontation majeure avec Israël pendant 2 ans, à compter de 2021, pour maximiser l'effet de surprise de l'attaque du 7 octobre. D'après les dirigeants, il fallait maintenir l'ennemi convaincu que le Hamas à Gaza voulait le calme. Les dirigeants du Hamas ont déclaré avoir informé Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, qui était basé au Qatar, du grand projet. On ignorait jusqu'à présent s'il avait seulement été informé par Israël, par le Hamas. Les minutes ont été découvertes sur un ordinateur retrouvé fin janvier par des soldats israéliens, alors qu'ils fouillaient un centre de commandement souterrain du Hamas à Khan Younis, dans le sud de Gaza. Alors voilà, on a quelques détails ici qui sont extrêmement intéressants, alors qu'on apprend que, écoutez, tout s'explique. Quand on se demandait très longtemps pourquoi est-ce que le Hamas n'avait pas eu l'appui de l'Iran et du Hezbollah. Et là-dessus, je me suis obstiné avec plusieurs d'entre vous très longtemps qui me disaient c'était une attaque surprise. Clairement, le Hamas, le Hezbollah était pas au courant et l'Iran n'était pas au courant. Et pourquoi est-ce qu'on leur a pas dit? Et moi, je vous disais clairement, on leur a dit. Non seulement on leur a dit, mais on a tenté de les convaincre et ils ont refusé. C'était la seule explication possible. Et ça expliquait également, c'était ce que je vous proposais comme justification, quand on se demandait, mais pourquoi le Hezbollah reste sur les lignes de côté? Pourquoi l'Iran fait rien? Moi, je vous disais, clairement, depuis le départ, ils ont estimé qu'il n'était pas dans leur intérêt d'agir, sans quoi ils auraient joint le conflit dès le départ, dès les premiers jours. Ils se seraient joints à cette attaque. Maintenant, on a la preuve que cette théorie est effectivement la bonne, que l'Iran et le Hezbollah ont été consultés, sollicités,
et que les deux ont regardé leurs intérêts stratégiques et refusé de s'impliquer. Maintenant, une fois que le conflit a commencé, naturellement, on devait y aller dans une gesticulation politique pour éviter de perdre la face. Et voilà donc gesticulation politique et militaire. Voilà donc les actions du Hezbollah et de l'Iran expliquées à travers les réunions secrètes du Hamas. On apprend ensuite que le Hamas avait préparé l'attaque pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans, alors qu'on avait un grand projet et que pour surprendre Israël, on avait d'une manière essayé de faire comprendre au gouvernement israélien qu'on cherchait la paix, qu'on ne cherchait plus de provocation, assez même que les services de renseignement israéliens, jusqu'à 3 heures seulement avant l'attaque totale du Hamas le 7 octobre, les renseignements israéliens s'évoquaient entre eux que le Hamas n'avait actuellement aucun intérêt à une escalade du conflit et qu'on ne voulait pas provoquer quelque affrontement que ce soit jusqu'à 3 heures seulement avant les attaques du 7 octobre. 3 heures du matin, à 6 heures, l'attaque commençait. Donc, il y a eu vraiment cet angle mort qui a été provoqué vraiment délibérément par le Hamas, qui voulait créer l'impression d'une accalmie pendant qu'on accumulait des munitions et bien sûr qu'on prenait les mesures pour préparer l'environnement pour les attaques du 7 octobre. Moi, ce que je retiens vraiment, cependant, ce que j'estime le plus important, c'est vraiment le fait qu'effectivement, le Hamas a essayé et échoué à convaincre le Hezbollah et l'Iran de se joindre au conflit. J'estime que c'est le point le plus important ici parce que ça guide aussi la réaction du Hezbollah et de l'Iran pour les prochains mois où on comprend que depuis le début, ils ont été impliqués dans un conflit malgré eux-mêmes et que la raison principale, comme on l'avait identifié dès le départ, c'était cette volonté par le Hamas de briser les négociations entre l'Arabie saoudite et Israël. Ces négociations pour un rapprochement, bien sûr, qui aurait permis un certain nombre d'avantages tant à l'Arabie saoudite qu'à Israël, mais qui surtout aurait privé la cause palestinienne d'un de ses plus grands sponsors, d'un de ses plus grands appuis, l'Arabie saoudite, le régime saoudien. On voyait tout ça. Depuis le début, on évoquait que c'était possiblement une des motivations du Hamas. Maintenant, on nous le dit. C'était effectivement la principale motivation, ajoutant à tout ça les considérations stratégiques, considérant la vulnérabilité d'Israël dans son contexte politique, alors que Netanyahou était très fragile. On se disait, voilà le bon moment. Et on ajoute également un autre point. Le Hamas avait connaissance de l'éventuel déploiement à Israël d'un nouveau système de défense antimissile par laser. Il deviendrait donc possible très bientôt, imminemment, pour le gouvernement israélien d'utiliser des lasers pour intercepter les roquettes du Hamas directement dans le ciel. Ce serait donc beaucoup plus abordable, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant et ça retirerait beaucoup des capacités opérationnelles du Hamas pour une éventuelle attaque contre Israël. Alors donc, en ajoutant tous ces éléments ensemble, on est arrivé à la décision de frapper Israël plus tôt que tard, après avoir retardé d'abord cette attaque pendant plus d'1 an. Ce sont des informations extrêmement intéressantes. La question, pourquoi est-ce qu'Israël trouve maintenant tout ça? On nous dit on l'a retrouvé dans un camp de réfugiés lors d'un raid il y a quelques mois. Mais il faut être très clair. En Israël, ces informations sont reçues comme un échec de plus des services de renseignement. Parce que ce qu'on découvre, c'est, attention, ça n'a pas été prévu en 2 ou 3 semaines. Ça n'a pas été prévu même pas en quelques mois. Ça faisait des années qu'on en parlait. Ça faisait des années qu'il y avait des rencontres diplomatiques de haut niveau avec non seulement à l'intérieur du Hamas, mais aussi avec les alliés de l'axe de la résistance, notamment l'Iran et le Hezbollah. Donc, il y a quelque chose d'un peu embarrassant pour les services de renseignement là-dessus. On continue maintenant avec notre prochain segment pour ce qui est du changement au Liban. Je vous parlais tout à l'heure de la relation, de la nature un peu délicate du pouvoir libanais, de la politique libanaise, alors que vous avez bien sûr un gouvernement qui s'oppose au Hezbollah, mais qui n'a pas la liberté de le purger entièrement. Eh bien, on apprend qu'actuellement, alors que, vous avez eu cette crise politique au Liban qui dure depuis un moment, les Américains, en collaboration avec les Israéliens, mais aussi un certain nombre de puissances arabes de la région, sont en train d'étudier dans les coulisses la possibilité d'installer un nouveau président au Liban. Soyons clairs, il n'y a actuellement aucun président au Liban. C'est une impasse politique qui dure depuis un certain nombre de mois, à cause justement de l'influence du Hezbollah. Il y a cette volonté, si on veut, on doit trouver une figure présidentielle qui serait
au minimum un peu pro-résistance. C'est le terme qu'on va employer souvent pour désigner ces politiciens qui sont un peu favorables à la cause du Hezbollah et à la résistance vis-à-vis Israël et la résistance palestinienne. Donc, ces candidats pro-résistance doivent souvent être des candidats du compromis, si on veut, et faire le pont entre le Hezbollah, entre les factions qui sont plus alignées avec la communauté chiite et le Hezbollah, justement, et au contraire, la population sunnite, chrétienne, etc., qui est plus alignée avec le gouvernement. Ce président, ce pont entre les deux factions n'existe plus depuis un certain temps parce que, justement, on est incapable d'arriver à un consensus. On est incapable, vous le voyez en France, où c'est difficile de trouver un premier ministre. Imaginez maintenant au Liban, avec toutes ces conditions et ces dimensions additionnelles qui viennent bien sûr complexifier toute l'opération. Donc, si vous avez de la difficulté en France à trouver un premier ministre satisfaisant et consensuel, c'est un peu la même histoire pour la présidence libanaise. Maintenant, les Américains prennent une bonne respiration et constatent que le Hezbollah est très faible en ce moment. Et qu'il y aurait peut-être donc une opportunité, une fenêtre pour installer un nouveau président libanais qui serait pas nécessairement pro-résistance, ou du moins qui serait beaucoup plus modéré et qui serait en faveur plutôt de la posture saoudienne, américaine, israélienne, de plans de paix et de cessez-le-feu et d'exclusion du Hezbollah autant que possible des sphères du pouvoir. Donc, les Américains, actuellement, étudient avec un certain nombre de pays, notamment avec les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. On tente de négocier pour trouver est-ce qu'il y aurait peut-être un candidat consensuel entre ces joueurs. Donc, pendant que le Hezbollah n'est plus à la table, essentiellement, on en profite pour dire peut-être qu'on pourrait discuter maintenant de qui pourrait être un nouveau président, avec l'idée en tête que on va en profiter, qu'ils sont pas dans la pièce, et peut-être qu'il sera plus facile d'arriver à un consensus comme ça. Soyons clairs, c'est un très mauvais plan. C'est un plan complètement stupide. Parce que justement, il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de président, c'est que les Libanais se comprennent mieux que personne d'autre. Ils comprennent qu'il y a un historique, ils comprennent qu'il y a eu des guerres civiles sur la question de la fracture confessionnelle, sur les questions de la résistance, sur les questions de la place du Hezbollah, etc. Cette fracture entre les chrétiens, sunnites, chiites, tout ça, les Libanais en sont très conscients et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas de président qui n'est pas consensuel et pour laquelle même ceux qui n'aiment pas le Hezbollah acceptent de se boucher le nez en sachant très bien que l'alternative serait possiblement une guerre civile ou une tension, ou une nouvelle guerre, un affrontement direct avec le Hezbollah. Pour éviter une confrontation avec le Hezbollah, la logique depuis des années, c'est qu'il faut l'inclure dans les sphères du pouvoir. Comme ça, il a lui-même intérêt, il y a des plateformes diplomatiques, des plateformes politiques avec lesquelles on peut échanger et on tombe pas en confrontation donc directe et totale avec l'organisation. Ça a toujours été la logique. Aujourd'hui, les Américains disent, pendant qu'ils sont à l'extérieur de la pièce, on pourrait arriver avec un consensus qui exclurait le Hezbollah. Donc, l'administration Biden, nous dit un article du Wall Street Journal, cherche actuellement à utiliser l'offensive israélienne contre le Hezbollah comme une ouverture pour mettre fin à la domination de longue date du groupe militant en élisant un nouveau président libanais. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a appelé ces derniers jours les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite pour leur demander de soutenir l'élection d'un nouveau président. Un haut responsable de la Maison-Blanche, Amos Hochstein, a également déclaré aux responsables arabes que l'affaiblissement du Hezbollah par les attaques israéliennes devait être considéré comme une opportunité de sortir potentiellement d'une impasse politique. Donc, ce que disent les Américains, pour reprendre les termes exacts, ce que nous voulons voir de cette situation, en fin de compte, c'est que le Liban soit capable de briser l'emprise que le Hezbollah a sur le pays, plus qu'une emprise, de briser l'emprise que le Hezbollah a sur le pays, de supprimer le veto du Hezbollah sur un président. L'initiative américaine visant à chasser le Hezbollah du pouvoir bénéficie du soutien de l'Arabie saoudite, nous disent des responsables américains. Cela étant dit, il faut le comprendre, les autres puissances de la région, elles, invitent les Américains à beaucoup de prudence. En fait, on dit hors de question, c'est complètement stupide. Le Qatar, notamment, qui dit « calmez-vous ». C'est une des idées les plus destructrices qu'on pourrait imaginer pour le Liban, serait d'installer un président qui n'est pas consensuel. L'initiative américaine dit que ça repose sur les dirigeants libanais, dont le premier ministre Najib Mikati et le président du Parlement, Nabi Berri. Mikati et Berri ont déclaré la semaine dernière qu'ils souhaitaient l'élection d'un nouveau président. Ils ont également exprimé leur appréciation pour l'Hezbollah dans sa lutte contre les forces israéliennes. Le chef de facto du Hezbollah, le secrétaire général Qassem,
a rejeté cette semaine les appels à un réarrangement politique alors que la guerre avec Israël se poursuit. Donc, il faut comprendre, Israël, le Hezbollah, devrais-je dire, refuse quelque forme de négociation pendant que le conflit avec Israël est en cours. Des responsables égyptiens, qataris, qui ont joué un rôle central dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza et au Liban, ont déclaré qu'ils considéraient le plan américain comme irréaliste, voire dangereux. Lors de leurs entretiens avec les responsables américains, ils ont affirmé qu'Israël ne parviendrait jamais à détruire le Hezbollah et que le groupe devait faire partie de tout règlement politique du conflit. Alors donc, vous avez cette fracture qui est en train de se développer entre d'un côté les puissances arabes comme l'Égypte et comme le Qatar et d'un autre côté, bien vous avez bien sûr les Saoudiens qui regardent la situation depuis l'œil de la rivalité avec l'Iran, où on veut purger un instrument de l'Iran au Liban. Les Saoudiens sont tout à fait confortables à l'idée d'installer un président qui leur sert plus favorable, alors que de l'autre côté, autant en Égypte qu'au Qatar, que probablement on le devine ailleurs au Moyen-Orient, on est très prudent à l'idée d'une potentielle intervention externe pour installer un président. Et on rappelle, bien sûr, l'historique. On rappelle cette guerre civile complètement débilitante qui a pris fin en 1990. On nous dit justement que de nombreuses factions politiques actuelles du Liban sont toujours dirigées par des chefs de guerre de ce fameux conflit civil. Et encore plus, en 1982, lorsque Israël a envahi le Liban dans le cadre de la campagne contre l'Organisation de libération de la Palestine, on avait alors soutenu l'élection d'un nouveau président, un chef chrétien des forces libanaises qui avait été assassiné seulement quelques semaines plus tard, Bachir Gemayel. Alors donc, on présume qu'un nouveau président installé par une puissance extérieure serait probablement contesté, serait probablement perçu comme illégitime et inviterait une nouvelle escalade de la tension dans la région, potentiellement même à une guerre civile. Prudence, nous disent donc les pays de la région. On continue avec une déclaration relativement curieuse parlant de l'Iran, parlant du Moyen-Orient. Dans une entrevue à CBS, Kamala Harris qui affirme que le plus grand adversaire stratégique des États-Unis est l'Iran. C'est curieux. On s'attendrait à la Chine, on s'attendrait à la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Kamala Harris nous dit que la plus grande menace stratégique, le plus grand adversaire des États-Unis, qui est l'Iran. On comprend donc que tout ça, c'est pour plaire à Israël dans le contexte de la guerre avec le Liban et avec de ce conflit vis-à-vis l'Iran lui-même. Et vous avez bien sûr le cycle électoral qui vient peser dans tout ça. Kamala Harris qui tente de plaire autant que possible au lobby pro-israélien. Ça semble assez évident. On continue avec le déploiement du THAAD. Les Américains qui nous annoncent le déploiement en Israël du système de défense antimissile THAAD. Environ 100 soldats américains qui seraient aussi déployés sur place pour opérer le système en question. On sait que la semaine dernière, et c'est pourquoi je voulais vous parler de cette nouvelle, c'est qu'on sait que la semaine dernière, on entendait parler de ce potentiel quiproquo sur des armes en échange de concessions politiques et sur l'ambition offensive d'Israël. On disait, si vous ne frappez pas les cibles A, B, C, on va vous donner X, Y, Z en concession militaire. Il semble un peu curieux qu'après qu'on a entendu cette négociation en coulisses, les Américains nous annoncent presque immédiatement le déploiement du THAAD à Israël, un déploiement qui n'avait pas été annoncé précédemment en passant. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le résultat de ce quiproquo. Les Israéliens ont été en mesure d'extraire une concession américaine additionnelle et ajoutons que des implications stratégiques avec ça. Parce que ce que ça sous-tend, justement, quand on est conscient qu'il y avait cette espèce de négociation pour un quiproquo, les Américains essaient de limiter les ambitions israéliennes quant à leur frappe sur l'Iran, de voir que ce missile est déployé, qu'il est annoncé avant la réponse israélienne, moi, ce que ça me dit, c'est que les Américains ont eu ce qu'ils voulaient, qu'ils ont réussi à convaincre Israël et que la réponse israélienne qu'on attend actuellement contre l'Iran sera relativement modérée, qu'on ne frappera pas les installations nucléaires. Probablement, oui, les installations énergétiques, probablement les installations militaires, stratégiques, etc., mais pas d'installations nucléaires. Ce qui expliquerait ce cadeau qui est donné comme ça, sans avertissement à Israël, dans le contexte de cette escalade avec l'Iran. Ça devrait permettre à Washington de mieux défendre contre des missiles balistiques vers Israël, puisque le THAAD est donc un système d'interception en haute altitude. C'est le principe du THAAD, c'est donc surtout d'intercepter les missiles qui sont toujours dans l'espace, donc de les intercepter avant qu'ils entrent dans leur phase de descente
vers leur cible. C'est une extension du système Patriot et du Iron Dome, si on veut. Iron Dome étant la version plus limitée, Patriot un peu plus intermédiaire. Vous avez le THAAD qui vient ajouter une couche supplémentaire de protection. Ensuite, on continue avec quelques questions du public. Certaines ici, je les trouve très intéressantes. Une en particulier qui nous revient vraiment très souvent, et ça me surprend, je vous avoue, j'ai l'impression que ça relève un peu de l'évidence. C'est comme demander pourquoi l'eau est mouillée, mais on va prendre le temps d'y répondre, puis je vous avertis, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça sonne controversé, il n'y a rien de controversé. Vous allez avoir le goût de prendre un clip, de l'envoyer aux nouvelles et de dire « Ah, Benjamin a dit ça! » Je vous le dis, là, faites-le. Tout ce que je m'apprête à dire, il n'y a rien de controversé, c'est un fait compris depuis très longtemps, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Donc, je vous le donne parce que ça semble être... Apparemment, c'est mal compris dans la communauté, mais je vous l'explique. Pourquoi les États-Unis ont l'obligation de protéger Israël? C'est une question qui revient toujours. Pourquoi les États-Unis défendent autant Israël? L'argent, guys. Le lobby. C'est aussi simple que ça. Il y a aucun enjeu stratégique. Aucun intérêt stratégique. Zéro. Les États-Unis, si demain matin, vous enlevez Israël de la carte, si demain matin, Israël n'a jamais existé, on revient en 1947, 46, et là, on a la discussion et on s'en va dans une autre direction, Israël n'existe jamais. Qu'est-ce que ça change stratégiquement? Est-ce que les Américains sont moins forts? Non. Non. Israël n'a jamais été un allié des États-Unis, n'a jamais contribué à sa défense, jamais... Enlevez-vous ça de la tête, les enjeux stratégiques. Il n'y en a aucun. Zéro. Niet. Aucun avantage. La seule raison pour laquelle les Américains, les politiciens américains, les politiciens, l'État, c'est les politiciens, ce sont des individus. Pourquoi ces individus choisissent de diriger la politique américaine en faveur des intérêts d'Israël? C'est pour des raisons purement électorales et financières. C'est parce que vous avez bien sûr cette grosse course présidentielle qui attire l'attention de tout le monde et de la planète entière, mais vous avez aux élections américaines aussi, à tous les 2 ans, tous ces cycles électoraux, une tonne de petites courses qui n'attirent pas l'attention. Et il est très difficile de lever les fonds nécessaires pour être élu. C'est une course électorale qui est très dispendieuse, très coûteuse, et qui, on ne se le cache pas, est gagnée par l'argent, est gagnée par les moyens. Si on veut sortir le vote, mobiliser les gens, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Ce sont des faits. C'est pas moi qui fais les règles. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour être élu aux États-Unis, pour avoir accès au pouvoir, il faut de l'argent. Et c'est sûr, président, vous pouvez peut-être motiver des grands donneurs et être un Barack Obama, mais même là, c'est toujours le même argent qui gravite autour du pouvoir. Vous avez certains groupes d'intérêts, on pense au secteur de l'énergie, on pense au secteur militaro-industriel, oui, il y a tous ces intérêts, mais il y a aussi un lobby israélien, un lobby pro-Israël. Et si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre fantastique de John Mearsheimer là-dessus et Stephen Ward sur la question, justement, sur le lobby pro-israélien, parce qu'on y explique en toute froideur comment ça fonctionne. Le lobby pro-israélien, c'est pas un groupe ou une autre, ou une organisation formelle, c'est un groupe lousse, une organisation plus ou moins formelle de différents regroupements pro-juifs, pro-israéliens, des groupes pro-sionistes et qui poussent la politique américaine dans cette direction. C'est pas nécessairement un individu, c'est pas une organisation. Certains vont nommer l'AIPAC, qui est effectivement un des lobbies les plus puissants pour la cause israélienne, mais ce n'est pas seulement un ou l'autre. On peut seulement pointer la direction dans une communauté qui est très active politiquement, qui dépense beaucoup sur le processus électoral et qui obtient en contrepartie des concessions permanentes et non négociables. Et c'est pourquoi l'accord des États-Unis à Israël, l'appui des États-Unis à Israël est absolument béton. Et jamais il sera remis en doute. Ça peut sonner comme étant absolument stupide ou un peu conspirationniste ou complotiste. Ce l'est pas. Ce que je vous dis, ce sont des faits qui sont acceptés. La seule raison pour le gouvernement américain d'appuyer Israël dans cette mesure, inconditionnellement, c'est en raison de l'influence du lobby pro-juif sur les politiciens américains. C'est qu'individuellement, ils n'ont pas la liberté de critiquer Israël.
Fais-le, vas-y. Tu perds ta prochaine élection. Tu perds 30-40% de ton financement, dépendamment des courses et dépendamment de la sensibilité d'un candidat et de la volonté de se lober justement à gagner certaines courses. Pour ce qui est de la course présidentielle, on en a parlé. Pourquoi vous pensez qu'en ce moment, Kamala Harris dit la plus grosse menace stratégique aux États-Unis, c'est l'Iran? Ça s'explique pas autrement que par le lobby juif, ça, mes amis. Je devrais pas dire lobby juif, c'est pas une bonne... Parce qu'il y a des juifs qui n'appuient pas le projet israélien, qui n'appuient pas le sionisme. Et il y a aussi des juifs qui n'appuient pas le mouvement... le lobby pro-juif, qui appuie le lobby pro-israélien, pardon. Et vous avez aussi beaucoup de chrétiens, soyons très clairs, aux États-Unis, énormément, qui font partie du lobby pro-israélien, ironiquement. Donc c'est pas un lobby qui est exclusivement juif, ce serait faux de dire ça, c'est un lobby pro-israélien qui est formé d'un ensemble d'intérêts, qu'ils soient politiques, corporatifs, stratégiques, n'importe quoi, et qui se rejoignent ensemble pour pousser la politique américaine. Maintenant, regardez Donald Trump, regardez Kamala Harris, regardez tous les politiciens américains, aucun n'a la liberté de critiquer Israël. En fait, je vous avais déjà présenté un de ces extraits que je trouvais fantastique dans un documentaire sur la question qui nous montrait que tous les présidents américains arrivaient à un certain point qui étaient tellement en colère contre Israël qu'ils étaient même plus capables de parler, d'utiliser des mots, parce qu'ils étaient livides, ils étaient en colère totale, parce qu'ils n'ont pas la liberté de contredire ou d'agir contre les intérêts d'Israël. Et ça frustre énormément les politiciens américains. Mais c'est le fait. Alors, il faut arrêter, puis ça, c'est vraiment, je comprends c'est que c'est une question qui revient très souvent, où on va me dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Américains arrêtent d'appuyer Israël? Arrêtons de poser cette question-là. C'est comme demander, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Iran arrête d'être musulman? C'est comme... On parle des faits fondamentaux de la géopolitique. L'appui américain à Israël, c'est un fait avec lequel il faut qu'on travaille. Arrêtons d'essayer de reconfigurer ça, ça sert à rien. Je vous dis pas que ça a lieu d'être, je vous dis pas que c'est intelligent, que c'est bon, que c'est moral. Je vous dis c'est un fait avec lequel on doit composer. Les Américains vont toujours appuyer Israël. Peu importe. Indépendamment des implications stratégiques. Vous l'avez vu la semaine dernière. Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est se mettre à genoux et prier et supplier et donner des cadeaux pour espérer qu'Israël les écoute un peu. Bill Clinton avait été cité d'ailleurs parlant avec un premier ministre israélien en disant « Who's the fucking superpower here? » C'est qui la superpuissance ici, là? Parce qu'il réalisait qu'il se faisait parler avec un rapport de force complètement déséquilibré, où Israël donne des ordres aux États-Unis. Donc pourquoi tout ça? Ben c'est toute une question politique et électorale. Et oui, ça pue, c'est dégueulasse, c'est triste. Mais posez la même question sur pourquoi, je sais pas, pourquoi il y a un lobby des armes aux États-Unis? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a un lobby de X, Y, Z? C'est de l'argent. Remonter le vrai problème fondamental, c'est l'argent dans le système politique qui invite à cette influence indue de la part d'acteurs étrangers. Puis en passant, c'est pas les seuls. Vous avez aussi ici au Canada, vous avez notamment les Indiens, les Chinois, vous avez un groupe, plusieurs lobbies, des groupes d'intérêts de diverses origines qui ont des influences indues sur le système politique. On vient tout juste d'avoir une enquête nationale au Canada sur l'ingérence politique étrangère. Inquiétez-vous pas, c'est classique. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, ben le lobby le plus fort, de loin, c'est pas le complexe militaire-industriel, c'est pas les armes, c'est le lobby pro-israélien. Pourquoi? Goddamn, posez-vous la question, les amis. C'est la géopolitique profonde. Moi, je joue à les cartes d'Israël. Okay? On joue à un jeu, vous et moi. Moi, je suis Israël. C'est quoi vos intérêts supérieurs? Moi, je suis le Canada, par exemple. Ben moi, mes intérêts supérieurs, c'est de bien m'entendre avec les États-Unis. Les intérêts supérieurs, il y a d'ailleurs une de ces questions. On me dit... question plus générale, tu mentionnes souvent le concept d'intérêt supérieur de la nation. Pourrais-tu donner une piste de réflexion sur quel est l'intérêt supérieur du Canada? Le voilà, s'entendre avec les États-Unis. Le voilà, l'intérêt supérieur de la nation, c'est que si jamais on échoue à ça, la survie du Canada est remise en doute. Quand c'est un intérêt existentiel. Maintenant, c'est quoi l'intérêt existentiel d'Israël? Si vous me donnez leur carte et que vous me dites, t'es un désavantage numérique, tous les États de la région, là, je sais que je vous entends déjà, ouais, mais c'est de la faute d'Israël. Je sais, c'est ce que je vous dis. C'est pas ça qu'on négocie. Je vous dis, là, tout le monde est contre eux autres. Bon, maintenant, tu fais quoi? Tu peux pas te battre contre tout le monde. T'as besoin de l'appui international. C'est la condition à ton existence. Il faut que les Américains viennent te défendre.
Fait que tu fais quoi? Ben oui, t'infiltres les médias. Ben oui, tu noyautes tous les gouvernements du monde. Ben oui, tu t'assures d'avoir une influence. Ben oui, tu t'assures d'avoir un lobby extrêmement fort dans le plus d'institutions possible pour tirer les politiques publiques dans ta direction. C'est un intérêt géopolitique fondamental. Donc là, vous allez me dire, franchement, c'est juste la réalité. C'est les intérêts d'Israël commandent de diriger autant que possible la politique internationale dans ses intérêts. L'intérêt israélien, pour survivre, doit avoir une influence majeure sur la politique américaine pour éviter que, si jamais on est attaqué, les Américains, clairement, c'est pas dans leur intérêt stratégique. Pourquoi les Américains viendraient défendre Israël, short d'une influence politique indue de la part d'Israël? Je vous dis, il n'y a aucun intérêt stratégique. Aucun. Et Israël le sait. Mais comment on fait pour convaincre les Américains de faire quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt? Ça nous prend clairement de l'influence politique. Ça nous prend clairement de l'influence sur le processus. Et donc, ben oui, c'est pas un effort organisé, coordonné, ou du moins pas autant qu'on le penserait. Mais c'est subconscient. Israël est tout à fait conscient qu'elle a besoin de l'appui de tous les pays du monde, ou d'autant que possible. Et c'est pourquoi quand vous voyez la France, par exemple, qui parle d'un embargo des armes, la France vend pas d'armes à Israël, ou à peine. Elle a peut-être vendu 3-4 roches à lancer de l'autre côté de la frontière. Mais la France vend à peu près rien à Israël. Mais le simple fait qu'on parle d'un embargo, ben là, ça invite les autres, ça ouvre la porte. On vient de poser un geste qui pourra en inviter d'autres à faire la même chose. Et c'est pour ça qu'Israël répond aussi férocement au propos parce qu'on a peur que ça en invite d'autres à faire la même chose. On est très conscient que l'intérêt supérieur de la nation, un des intérêts fondamentaux, c'est qu'il y ait toujours un appui béton dans la communauté internationale. Et cet appui, on l'obtient, la fin justifie les moyens. On l'obtient par tous les moyens nécessaires. Par la subversion, par les opérations clandestines, par les pots de vin, par tout ce que vous voulez. On va obtenir cet appui parce que la fin justifie les moyens, que c'est un intérêt supérieur de la nation. La même raison, on dirait pourquoi le Canada a volé le référendum de 95. Pourquoi vous pensez? T'es le gouvernement canadien. C'est quoi ta première job comme gouvernement? Le gouvernement de la France, du Canada, des États-Unis, c'est à la base de protéger l'intégrité territoriale du pays. Que le pays ne cesse pas d'exister sous ta garde, que tu sois pas le dernier leader de ce pays. C'est ça ton premier mandat. Maintenant, oui, il y a les menaces externes, l'invasion, etc., mais aussi des menaces internes. Si ton pays menace d'éclater, c'est quoi ton principe? Mais oui, tu vas voler le référendum. Mais oui, tu vas envoyer l'armée s'il faut. Ben oui, voyons. Je suis désolé de vous dire, c'est la géopolitique, là. C'est la vraie vie, là. C'est beau dans les livres, c'est beau comment c'est écrit, tout ça, mais c'est du pouvoir, c'est des ressources, c'est de l'influence, c'est nos propres intérêts. Donc, le Canada, bien sûr, son intérêt à lui, c'est de protéger son intégrité. Pour ce qui est d'Israël, c'est de protéger aussi l'appui international à sa cause. De s'assurer que peu importe les mesures qu'elle va prendre, qu'elle ne sera pas contrainte dans son action par une pression internationale. Donc oui, on infiltre les gouvernements en conséquence, puis on s'assure d'avoir... Puis quand je parle d'infiltration, ça va dans tous les sens, hein. Je parle, oui, de l'infiltration financière à travers l'argent, à travers l'influence sur le processus, mais je parle aussi de la vraie infiltration. Je parle aussi d'avoir littéralement des agents du gouvernement israélien à l'intérieur du gouvernement américain qui agissent comme des taupes, qui agissent comme des extensions du pouvoir israélien. Puis ça, c'est encore une fois, là, je vous entends déjà paniquer puis enlever vos cheveux. Je vous dis, look it up! Ça me fascine de dire l'eau est mouillée puis les gens voient ça comme un scandale. C'est comme, ben oui! Évidemment. Puis il y en a la moitié en ce moment qui sont comme, mais oui, mais je comprends pas. Effectivement, c'est comme ça que fonctionne le monde. Donc pourquoi les États-Unis ont l'obligation de protéger Israël? C'est pas une obligation, c'est juste une contrainte. Ils sont contraints à le faire. C'est un pays sous le contrôle d'un autre, tout simplement. Quelles sont les options de la Chine et de la Russie face à un potentiel conflit Iran, vous êtes Israël et États-Unis? Laisser faire, soutenir derrière les rideaux. Leurs intérêts est sûrement le maintien d'une Iran forte, mais à quel coût? Effectivement, le maintien d'une Iran forte est absolument un intérêt stratégique de la Chine et de la Russie, particulièrement pour la Chine. La Russie en a vraiment rien à balancer, soyons clairs. La Russie regarde ça un peu parce que, bon, on a cette connivence, les deux, on en a contre les États-Unis, les deux, on a des positions relativement, sensiblement semblables sur des questions internationales. Mais de manière générale, c'est surtout la Chine qui a un intérêt avec l'Iran en raison de l'approvisionnement en gaz et en pétrole.
La Chine est largement dépendante de l'approvisionnement en hydrocarbures à partir du Moyen-Orient, et s'il fallait qu'il y ait une perturbation, particulièrement dans le détroit d'Ormuz, le plus grand perdant, ce serait la Chine. Et donc, vous voyez effectivement la Chine en ce moment qui, depuis un certain temps, essaie de baisser la tension dans le Moyen-Orient plutôt que d'y contribuer et de l'escalader. Vous avez eu d'ailleurs la Chine qui a agi comme médiatrice dans la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, alors que la Chine est venue carrément s'asseoir entre les deux pour organiser des rencontres. Et pas plus tard, en passant, que cette semaine, vous aviez le ministre Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui s'est rendu à Riyad pour rencontrer nul autre que le prince héritier Ben Salman. C'est pas juste une petite rencontre, ça, c'est une rencontre de très, très, très haut niveau entre le plus haut dirigeant des affaires étrangères vraiment en Iran, Abbas Araghchi, qui est ce ancien négociateur de la question nucléaire, qui a été nommé par Massoud Pezeshkian pour vraiment mener toute la question du rapprochement vers les États-Unis, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Et donc là, vous avez Abbas Araghchi qui se déplace en Arabie Saoudite, au milieu du conflit au Moyen-Orient, pour aller rencontrer directement Mohammed Ben Salman. Donc clairement, il y a eu des progrès dans cette relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Clairement. Ni l'un ni l'autre ne cherchent vraiment une escalade en ce moment, et en fait, au contraire, on est toujours dans cet esprit de rapprochement, ce qui est un peu contre-intuitif. On s'attendrait que après au-dessus d'un an de conflit, maintenant, à Gaza, cette tentative de rapprochement et de détente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, que ce serait échoué, que ce serait terminé et mis sur la glace. Mais au contraire, en fait, ça se continue et même ça avance. Alors donc, pour ce qui est maintenant du conflit au Moyen-Orient, il faut comprendre que la Chine va continuer d'agir dans cet esprit général. On va essayer de détendre la tension, de baisser autant que possible le potentiel d'une escalade, parce qu'on est conscient qu'on serait les grands perdants au niveau énergétique. Ensuite, il y a bien sûr l'élément additionnel de la médiation. Les Chinois sont très heureux de paraître sur la scène internationale comme étant la force modérée et raisonnable, ceux qui sont là pour les bonnes raisons. En ce moment, les États-Unis n'ont aucune crédibilité au Moyen-Orient. Pour ce que je vous dis, l'histoire de l'obligation de protéger Israël puis du lobby israélien, ce que je vous dis là, c'est compris par tout le monde, là. C'est compris par tous les chefs d'État, c'est compris par tous les politiciens, par les généraux. C'est un fait stratégique qui est déjà intégré dans le calcul de tout le monde. Alors donc, c'est évidemment, lorsqu'il est question de médiation, négociation ou de cessez-le-feu ou de traité de paix, les Américains sont tout simplement pas un interlocuteur crédible. C'est une extension du pouvoir israélien. On sait très bien qu'on parle avec Israël quand on parle avec les États-Unis, essentiellement. Donc, là-dessus, la Chine pourrait avoir un peu de crédibilité. Son intérêt, c'est vraiment à baisser la tension pour réduire les risques à son industrie. Ensuite, pourquoi pas disponible en lecture d'arrière-plan? Ça, c'en est une que je vois aussi chaque semaine. Je vais prendre une minute pour y répondre maintenant. La lecture d'arrière-plan, c'est pas nous qui décide. Elle n'est pas disponible, tout simplement. C'est seulement une option que YouTube nous permet d'employer lorsqu'on est en public. Lorsqu'on est en privé, comme dans les revues de presse, on n'a tout simplement pas la case, on peut pas le cocher. Ça n'existe pas. On a déjà communiqué ça avec YouTube à plusieurs occasions. On a une représentante avec YouTube après, à qui on a communiqué ça à plusieurs opportunités. Elle lui dira à chaque fois, les gens nous en parlent, ce serait le fun de mettre ça en arrière-plan. On n'a pas de contrôle là-dessus, malheureusement. Donc, je veux juste que vous le sachiez, c'est pas nous qui interdit ça, c'est vraiment juste pas disponible en privé. Ensuite, est-ce que l'escalade avec l'Iran pourrait offrir une fenêtre d'opportunité pour la Chine concernant Taïwan? Bonne question. Longue réponse courte, non. Parce que les Américains, on s'en est déjà parlé à quelques occasions, ont pour doctrine d'être en mesure de combattre 2 conflits à haute intensité simultanément. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est très loin d'être un conflit à haute intensité pour les États-Unis en ce moment au Moyen-Orient. On a déployé 1 ou 2 groupes de porte-avions. On en a certainement un près de la Méditerranée, un deuxième dans la mer Rouge, potentiellement un troisième qui se dirigera, on en parlait la semaine dernière, vers le détroit d'Ormuz. Mais de manière générale, les Américains ne sont pas du tout en posture agressive en ce moment au Moyen-Orient. On a environ 3000 soldats. 3000 sur les 3000 additionnels plutôt qui ont été déployés. On parle d'environ 10 à 12 000, je pense, dans l'inventaire total des États-Unis, sur quelques 150 000 déployés à travers le monde. Faites le calcul. 150 000 soldats américains déployés à travers le monde, vous en avez environ 10 ou 12 000 au Moyen-Orient. C'est environ 10% de la capacité militaire actuelle américaine qui est sur le terrain, qui est au Moyen-Orient.
50%, environ 80 000, sont déployés soit en Corée du Sud ou soit au Japon. Ensuite, vous en avez un autre 40 à 50 000 qui sont en Europe. Donc, il faut comprendre que les Américains sont loin actuellement d'être en posture agressive au Moyen-Orient. Au contraire, ils ont tout juste un œil sur la situation. Oui, on envoie un certain nombre de ressources, de soldats, etc. Là, on vient d'envoyer, vous le voyez, 100 soldats qui sont là pas pour le combat, mais purement pour la logistique et opérer les systèmes antimissiles. Les systèmes antimissiles THAAD, c'est plusieurs batteries, plusieurs véhicules, donc il faut effectivement environ 100 soldats américains pour opérer tout ça. Les Américains sont loin d'être en guerre au Moyen-Orient, là. Donc, de voir que la Chine verrait ça comme une opportunité, faut vraiment se calmer là-dessus. Faut vraiment se calmer. Et ça, c'est le mot d'ordre pour tout en passant. Beaucoup des questions que je lis ici commencent avec un... Calmez-vous. Ça commence toujours avec telle affaire qui se passe. Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale? C'est comme, calme down. Il y a cette espèce d'enthousiasme, d'excitation pour la guerre que je trouve mal placé puis vraiment indécent. Faites attention. Il est question d'humain. Une espèce d'excitation canine pour, il va-tu avoir la guerre, là? Puis là, ça va hey, wow. Non. 99,9999999% du temps, la réponse, c'est non. Calme-toi. Vous fabulez. Il est question de, est-ce que là, ça va escalader, puis lui va profiter de ça, puis on se fait des scénarios. Le mot d'ordre, là, c'est que les États ne font pas la guerre. Les États ne font pas la guerre. Ça, c'est l'État par défaut. On a en tête les États-Unis ou la France. Ou partir en guerre, on a baissé tellement le barème que nous, on part en guerre pour un éternuement. On part en guerre parce que quelqu'un nous a regardé de la mauvaise manière. On part en guerre parce que trouver un gisement qui nous intéresse. On a baissé tellement le barème de partir en guerre que là, on regarde les autres pays normaux, puis on est comme, mais ils vont partir en guerre. Non. La normalité pour un pays normal, c'est de partir en guerre en dernier recours. Quand ton existence comme pays puis tes intérêts fondamentaux sont menacés de manière mortelle. C'est ça, la guerre. Fait que là, on regarde et on est comme, est-ce que la Chine pourrait décider d'envahir Taïwan ou est-ce que la Corée du Nord pourrait décider ou est-ce que, là, l'Ukraine... Tout le monde préfère la paix. Tout le monde essaie à tout prix, toujours, d'éviter la guerre jusqu'à la dernière seconde. Fait que là, quand vous me parlez de Taïwan, j'ai pas le choix de dire, mais vous prenez ça, quelle nouvelle vous regardez? Cette semaine, on me parlait, et là, un des points qu'on m'a mentionné beaucoup, c'est Taïwan, il y a un porte-avions chinois près de Taïwan, Oui. Puis comme qu'il y avait des avions, voilà un mois, puis comme qu'il y avait... Ça arrive tout le temps. Il faut savoir reconnaître le normal de l'anormal. Les amis, souvenez-vous de la guerre en Ukraine. On l'a vu venir. On l'a vu venir. Assez qu'on a publié 3 vidéos dessus à expliquer que ça s'en venait avant que ça arrive. Le Liban. Est-ce qu'on voulait pas annoncer longtemps que ça s'en venait? Puis c'était quoi la situation? Puis en quoi ça pointait vers ça? Inquiétez-vous pas. Quand la Chine va envahir Taïwan, si ça arrive un jour, et je n'y crois pas, je pense pas que ça va arriver un jour, pas de mon vivant, mais si jamais on va le voir venir. Puis je vais vous avertir. Inquiétez-vous pas. Puis ça va me stresser, puis vous allez le voir que ça me stresse. De la même manière que ça me stressait avec le Liban. De la même manière que ça m'a stressé avec l'Ukraine, que je disais, là, gars, je sais que vous allez me traiter de coucou, mais je pense vraiment vous allez le sentir. Mais là, quand je parle de la Chine puis de Taïwan, je regarde ça, à moins d'avoir une excitation puis une espèce d'enthousiasme, je vois pas comment on peut interpréter ces développements-là avec guerre imminente. Avec les pays normaux ne partent pas à la Troisième Guerre mondiale sur un hunch, sur on aurait peut-être une fenêtre de... Non. Les pays anormaux comme la France, Israël, les États-Unis, oui, la guerre c'est un jouet, on fait ça dès que ça avantage un peu nos intérêts parce qu'on est dans un état de supériorité absolument totale. Maintenant, les autres pays ont des conséquences à la guerre. Des conséquences très sérieuses. Normalement, on y va en dernier recours. Alors, dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que j'ai tout faux, si vous voulez. Ça m'embête pas. C'est la vision, c'est la manière à travers moi je regarde le monde. Puis jusqu'ici, ça m'a rarement trompé. Fait que je vous le dis, est-ce que l'escalade avec l'Iran pourrait offrir une fenêtre d'opportunité pour la Chine concernant Taïwan? Oui, dans ce monde de make-believe que tout le monde a tout le temps le couteau entre les dents. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Puis je vous invite à ne pas regarder le monde comme ça parce que ça devient vraiment épuisant, là.
Ça doit venir fatigant, puis stressant, puis anxiogène. De toujours penser que c'est à veille d'exploser. Puis là, l'Ukraine, c'est les bombes nucléaires, puis on pousse tout le temps ça au niveau 25. C'est pas prudent, là. Arrêtez ça, là. On est ici jusqu'en 2024, c'est qu'il n'y a rien qui a explosé encore jusqu'aujourd'hui. On peut présumer que l'humanité n'est pas complètement zinzin et stupide. Et c'est la même chose pour la Corée du Nord et tous les autres. Et l'Iran, etc. Puis l'Iran, c'en est un autre. Que je suis le premier tout le temps. Tu sais, vous pouvez pas dire que je suis un vote en guerre ou que je suis là à essayer de faire du sensationnalisme. Je suis celui qui, depuis le début, vous le dit, l'Iran veut pas de la guerre. Non, l'Iran veut pas de la guerre, l'Iran veut pas escalader, jusqu'à ce que des mois plus tard, ils nous le disent ouvertement à l'ONU, que comme non, les Israéliens essaient de nous piéger, on essaie d'éviter ça, et que là qu'on voit après que le Hamas, effectivement, comme je vous le disais, avait communiqué avec le Hezbollah, avec l'Iran, et que les deux ont refusé. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Arrêtez toujours de présumer que ça va C'est pas de même que le monde fonctionne, et ça en dit très long sur votre manière de regarder tout ça, puis l'enthousiasme un peu mal placé. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Donc, soit tenez-vous plus loin des nouvelles, vraiment, parce que je sais pas où vous prenez ce genre de truc-là. Tu sais, moi, j'ai vu aussi là qu'il y a eu un porte-avions chinois qui a passé proche de Taïwan, OK? Je ne comprends pas comment ça se transforme en invasion de Taïwan. Je comprends pas. Il y a juste des médias qui peuvent intervenir entre les deux. Il y a juste des analyses pourries. Il y a juste de la spéculation. Il y a juste ça qui peut intervenir entre le point A et le point B. Je dis, soit tenez-vous plus loin de ces analyses-là, là. Même j'entends parler d'Idriss Aberkan. Puis ça, ouais, Idriss Aberkan, c'est le même qui s'est inventé des doctorats puis qui disait qu'il en manque pas des niaiseries, là. Il en manque absolument pas. Puis la guerre est toujours à veuille de poignée. Puis Idriss Aberkan nous disait que Prigojine, il avait prévu son coup avec Poutine jusqu'à temps que son avion explose en plein ciel. Fait que je veux dire, des analyses comme ça, là, de monter tout en sensationnalisme, puis c'est toujours la guerre qui est sur le bord. Moi, je suis peu capable, parce que c'est une insulte à la science de la géopolitique qu'on dénature, puis on en transforme ça en du militantisme. C'est qu'est-ce que moi, là, mon petit esprit, je voudrais qu'il arrive, là. Hey, t'es dans une chaise en cuir au Québec ou en France ou quelque chose. Regarde-toi une gêne quand tu souhaites la guerre puis que tu salives à l'idée d'une invasion. Il faut vraiment se garder une gêne, les amis, là. Puis ça, c'est vrai pour tout. Que là, on parle des États-Unis, ça va être la guerre civile, puis pourquoi que ça saute tout le temps à ça? J'ose espérer, il me semble que c'est pas ça que je communique. Il me semble que c'est pas la culture que j'essaie d'élever dans notre audience. Il me semble que je suis celui qui essaie de ramener les choses aux faits, puis de diminuer ça à sa dimension mécanique autant que possible, enlever l'émotion. Je comprends pas comment on a cette atmosphère-là, là. Fait que je vous le dis, ça ne me plaît pas. Puis quand ça fait juste m'inviter à y répondre de cette manière-là, à dire franchement. Alors, bonjour Benjamin, j'aimerais que tu me parles du sévère retard du Canada face à la Russie dans l'Arctique, notamment ce qui concerne les routes maritimes dans le Nord. Effectivement, il y a tout à fait un retard incroyable du Canada là-dessus, mais je ne le vois pas de manière aussi négative qu'on pourrait l'imaginer, au sens où le malentendu, c'est qu'on imagine que c'est le Canada qui va assurer sa souveraineté sur le passage du Nord-Ouest et sur l'Arctique. C'est faux, c'est les États-Unis. De la même manière qu'on contrôle pas notre propre espace aérien. Souvenez-vous quand les ballons chinois, c'est un très bon exemple, en fait, quand les ballons chinois ont survolé l'espace aérien américain, il y en avait au moins un, du moins, qui avait été identifié avec certitude. Il y avait eu cette espèce de panique dans les jours suivants où on avait identifié quelques objets volants non identifiés dans le ciel canadien et ils ont été abattus, attention, tenez-vous bien, par des avions américains. Les radars canadiens l'observaient, on le voyait, on a appelé les Américains, ils ont décollé un de leurs avions depuis les États-Unis, se sont rendus au Canada pour aller abattre les ballons en question, qui en passant, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce que c'était. Ça semblait plutôt être des ballons scientifiques, etc. Donc, à mon avis, le Canada n'est pas celui qui va assurer sa souveraineté sur l'Arctique. Ce sera plutôt une souveraineté américaine. Ce qui va un peu avec ce que je vous mentionnais d'emblée par rapport aux intérêts supérieurs de la nation canadienne, c'est de bien s'entendre avec les Américains. Notre espace sécuritaire, notre espace territorial est entièrement sous la responsabilité américaine. C'est vrai militairement, mais c'est aussi vrai au niveau de la navigabilité. C'est vrai donc pour le passage du Nord-Ouest. Et si demain matin, quelqu'un essayait d'imposer un blocus naval à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, ce serait probablement pas la marine canadienne qui irait briser le blocus en question.
Et c'est pourquoi je vous dis, bon, quand on me dit, ah là, le Canada a pas de brise-glace, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est embarrassant, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Mais est-ce que ça a des implications opérationnelles? Non. C'est les Américains qui vont le construire, puis c'est quoi que ce soit, on fait peut-être exprès. Parce que les Américains se retournent de côté, nous regardent, ils voient qu'on fait absolument rien, et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un contrat pour les 10 prochaines années pour construire les navires, les brise-glaces de la marine américaine dans les chantiers navals, dans le chantier naval ici de Lévis, juste de l'autre côté du fleuve, à Québec. Donc, on construit pas de brise-glace, mais les Américains nous en font construire pour eux, ils nous payent pour le faire, puis ils viennent défendre notre propre passage du Nord-Ouest. Fait que, trouvez ça pathétique, vous avez raison, mais non, malheureusement, le Canada n'a pas d'autorité sur le Nord, ce sera vraiment plutôt les États-Unis qui vont s'en occuper. Donc, stressez-vous pas vraiment par rapport à la Russie là-dessus, c'est pas le Canada, notre barème. Regardez plutôt les États-Unis. Les États-Unis sont corrects pour gérer le passage du Nord-Ouest où on en est actuellement. On continue avec prochaine question ici, je trouve intéressante également. J'aimerais que tu puisses nous parler de la Turquie d'Erdogan. Ça devient de plus en plus tendu avec Israël, absolument. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que la Turquie obtiendrait ou perdrait si elle finit par intervenir militairement dans le conflit actuel, sinon quels sont ses intérêts et positions dans tout ça. Encore une fois, on exclut entièrement l'intervention militaire. Encore une fois. C'est la seule manière que je suis prêt à avoir ces discussions-là. Je vous le dis, je veux pas spéculer ces affaires. On enlève ça entièrement. Qu'est-ce que pourrait faire la Turquie et qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Vous avez tout à fait raison qu'elle aurait des intérêts. Son principal intérêt, il n'est pas nécessairement stratégique, quoi que ce soit, il est surtout au niveau de la politique. Erdogan essaie autant que possible de se présenter comme un défenseur de la cause palestinienne, comme un leader du monde musulman. Et puis, naturellement, ce serait très intéressant, très attrayant pour lui d'essayer d'intervenir pour venir en aide au peuple palestinien, particulièrement à Gaza. Là, pour prendre un exemple très précis, vous avez Netanyahou, par exemple, qui est en train de réfléchir à bloquer l'aide humanitaire vers le nord de Gaza. On étudie actuellement un plan du côté israélien pour bloquer toute entrée de l'aide humanitaire au nord de Gaza avec l'intention ouverte d'affamer les membres du Hamas. On dit donc, ben là, ce qui reste au nord, on a demandé à tout le monde d'évacuer. Ceux qui restent, c'est sûr, c'est des gens du Hamas, ce qui est pas vrai, pas uniquement ça. Il reste des gens qui savent pas où aller, qui ont nulle part où aller tout simplement, ou qui n'ont pas écouté les appels d'évacuation. Pour plein de raisons, il reste des civils à travers les membres du Hamas. Et Israël nous dit donc, ben, tout ce qu'on peut faire pour en finir, si on veut, c'est mettre fin à toute entrée d'aide humanitaire, et comme ça, ben, les membres du Hamas seront entièrement dépourvus. Si jamais un scénario de la sorte se produit, où Israël met un blocus effectif contre l'aide humanitaire, là, ça, effectivement, ça serait une invitation ouverte pour la Turquie d'Erdogan à envoyer de l'aide par voie aérienne. Si j'étais la Turquie, j'enverrais mes avions directement au-dessus de Gaza, puis on livrerait de l'aide humanitaire, ou encore par bateau, quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'Israël bloque la manœuvre. On s'attendrait évidemment à ce qu'Israël bloque la manœuvre à un endroit ou à un autre, que ce soit mais on fait quoi? On tire sur des avions turcs qui amènent de l'aide humanitaire? C'est pas une option. Ça aurait pas été une option, ce serait jamais une option. Alors donc, je pense qu'il y aurait un peu de marge là-dessus pour prendre une place dans la sphère humanitaire. Pas dans le côté militaire, je le vois vraiment pas. La Turquie, c'est pas dans son intérêt. La Turquie est pas particulièrement en bonne posture pour faire ça non plus. Le seul intérêt qu'elle pourrait avoir, c'est vraiment de s'identifier comme étant le sauveur du peuple palestinien, le dernier recours à Gaza. Et oui, la Turquie serait justifiée et je dirais même que ce serait magnifique si la Turquie décidait de poser un geste comme ça. J'y pensais hier, justement, me dire, mais qui va venir en aide à ce monde-là? Si justement Israël décide de bloquer le passage, s'il décide de bloquer l'aide humanitaire, on sait tout de suite que ce sera pas les Américains, ils vont peut-être se plaindre, on sait tout de suite que ce sera personne en Europe, malgré qu'on a commencé avec l'Union européenne un pont aérien vers le Liban. Je pense que la Turquie pourrait se lever dans un tel scénario. Les Saoudiens le feront pas, personne ne va le faire, mais la Turquie pourrait se lever et ce serait tout à fait typique. On s'y attendrait. Erdogan, time to shine. Et ça fait pas mal de tour pour nos questions du public aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cette revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine. Probablement que la prochaine fois qu'on se sera parlé, on aura eu la réponse israélienne qu'on attend toujours en passant sur les installations énergétiques, on présume, et pétrolières en Iran. Ce sera une réponse qu'on anticipe donc pour les prochains jours. Honnêtement, plus on attend, plus c'est long entre le moment de l'attaque et le moment de la réponse israélienne.
plus ça nous invite à croire que cette attaque sera complexe, que la réponse israélienne sera complexe et qu'elle sera configurée pour faire très mal au régime iranien. Déjà, d'ailleurs, les Iraniens se mettent en posture pour répondre à cette attaque israélienne. Restera à savoir jusqu'où ça ira. Mais on se retrouve donc la semaine prochaine. Probablement qu'on aura des développements là-dessus d'ici là. Merci. Bye bye.